les professeurs et Monsieur Latsis et sa famille, mesdames, messieurs les lauréats qui m'ont beaucoup impressionné ce soir, c'est vraiment un grand honneur, doublé d'un grand plaisir que d'être ici auprès de vous ce soir, de m'exprimer dans cet amphithéâtre où j'étais en 2009 pour les 450 ans de l'Université de Genève, avec déjà un grand plaisir. Très heureuse d'être avec vous ce soir et de pouvoir prendre le temps. C'est vrai que nous sommes dans un monde aujourd'hui où les discussions se font souvent par écran interposé. Parfois, on n'a pas droit à plus de 140 signes, vous le savez tous, pour communiquer. Ce soir, partager avec vous une réflexion, des idées, des convictions, vous l'avez dit, Monsieur le Président, sur l'état de notre société. Vous l'avez rappelé, je suis aujourd'hui à la tête d'Universcience, qui est cet établissement public français, le seul établissement public et national dont la seule mission, la mission exclusive, est la diffusion de la culture scientifique et technique, ce partage des savoirs dans le champ des sciences et des techniques. Et c'est vrai que la question qui est au centre de mes activités, chaque jour, est la suivante. Comment transmettre au plus grand nombre cette joie brute de comprendre le monde? C'est pas moi qui parle comme ça. C'est une belle expression d'Adam Reis, le prix Nobel de physique 2011. La joie brute de comprendre le monde. Et comment bien sûr donner envie aux plus jeunes de transformer cette joie brute en désir de faire, en volonté de faire, désir de s'investir à leur tour dans un monde pour en changer le cours, le transformer, en améliorer le destin. À mes yeux, ces questions-là sont des questions essentielles dans ce XXIe siècle. Et bien sûr, elles ont trait à l'éducation. Une éducation qui prépare les générations à venir pour les aider à trouver leur place dans le monde. Et une éducation qui inspire, qui permet à nos enfants de voir par eux-mêmes au-delà des lignes d'horizon que nous, souvent, leur avons dessinées, leur permettre d'imaginer des solutions pour l'avenir et de le faire avec envie, avec plaisir et toujours avec curiosité. Ça me permet de rendre un petit hommage à quelqu'un qui vous est cher ici, qui nous est cher aussi en France, cet humaniste pétri de paradoxes, mais exempt de préjugés. Un homme à qui la France, l'humanité, doivent tant, dont le tricentenaire a été célébré cette année même. Je parle de Jean-Jacques Rousseau. Je parle de Jean-Jacques Rousseau qui écrit dans Émile de l'éducation: c'est l'imagination qui étend pour nous la mesure des possibles et nourrit les désirs par l'espoir de les satisfaire. Alors je vais centrer mes propos en 3 temps. Un premier temps qui est où en sommes-nous de cette envie de faire progresser une société de la connaissance. J'avais choisi comme titre chercheurs, décideurs, citoyens, comment construire ensemble la société de la connaissance. Donc un peu un état des lieux, comme je le ressens aujourd'hui. Ensuite vous dire pourquoi je prends la parole, et je vous remercie de m'avoir présenté de cette façon-là, mais en quoi je peux apporter peut-être un élément de réflexion. Et puis un troisième temps qui est, à partir de cet état des lieux, où souhaitons-nous aller? Cet état des lieux, pour apporter des réponses pertinentes, il faut donc essayer d'avoir une vision la plus éclairée possible de la situation, disposer d'une carte précise, de repères fiables, pour faire progresser cette société de la connaissance dans le bon sens. Alors qu'est-ce que j'entends par société de la connaissance? Vous allez me dire, c'est un terme déjà un peu daté, démodé, dirait ma fille de 15 ans, et elle emploierait même d'autres termes, dans un monde où la durée de vie des idées se raccourcit très vite, en général à la vitesse d'un double clic. Cette expression, moi je l'ai beaucoup utilisée. Elle a été forgée à un instant crucial, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, par le Conseil européen au moment de l'élaboration de la stratégie de Lisbonne. J'en parle avec Philippe Gillet devant moi et on a beaucoup partagé ces réflexions. Il fallait à ce
conscience collective d'une urgence d'engager une réforme des systèmes éducatifs et des systèmes de recherche, et puis avoir trouvé cette attitude volontariste d'une politique scientifique avec la nécessité de consacrer les moyens et les efforts suffisants au développement des activités de R&D. On s'était fixé d'atteindre 3% du PIB pour les politiques de R&D. Cette société de la connaissance, elle se caractérise par une attention qui est portée à la fois bien sûr sur les processus et les pratiques dans la production des connaissances, dans leur diffusion et leur utilisation, bien sûr, avec un double enjeu, un enjeu qui est économique et stratégique, avec cette question de la compétitivité. Et c'est pas à vous, avec en Suisse, cette reconnaissance du World Economic Forum qui fait de vous la première puissance dans le monde en termes de compétitivité, ou les résultats récents de l'OCDE qui vous caractérisent comme la nation la plus innovante. Cet enjeu économique et stratégique, vous le possédez bien, mais ce n'est pas seulement un enjeu économique et stratégique, car si on peut définir l'être humain, l'homo sapiens, par deux caractéristiques, son appétit de savoir et son goût pour transmettre, cette société de la connaissance, elle a aussi ce volet, cette composante essentielle, je dirais même déterminante, qui est celle de l'épanouissement humain, cet enjeu culturel, cet enjeu d'humanisme que vous avez souligné. Et c'est toute cette question du rapport au savoir de notre civilisation. Et c'est vrai que l'aventure humaine comporte peu de périodes où des découvertes fondamentales sont venues bouleverser notre rapport à la connaissance. Et je voudrais évoquer 3 sphères dans lesquelles a eu lieu ce bouleversement dans le rapport à la connaissance. 3 sphères qui, bien qu'étant liées, possèdent leurs acteurs, leur logique propre. J'ai parlé du monde de la recherche scientifique fondamentale, recherche scientifique appliquée. J'ai inclus bien sûr le domaine des ingénieurs dans cette communauté. La deuxième sphère, c'est celle du monde politique, celle des décideurs, de la décision publique. Et puis la troisième sphère, c'est le monde de la société civile, nous tous, citoyens. J'y inclus aussi les médias, qui sont bien sûr des médiateurs et des transmetteurs, des créateurs de liens. Quelles sont les modifications du rapport à la connaissance dans chacune de ces sphères? Dans la sphère de la recherche, avec la somme des savoirs acquis aujourd'hui, des connaissances que nous continuons à produire, nous sommes, et vous en êtes tous convaincus, et on a vu à quel point vos parcours, mesdames, messieurs, nous montrent encore le potentiel. Nous sommes à l'orée de découvertes phénoménales qui peuvent nous permettre d'élaborer, d'aller jusqu'à des performances inimaginables il y a encore quelques temps. On élargit, on accélère le champ des possibles. 4 champs de la recherche sont particulièrement concernés, les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences cognitives, qui sont particulièrement chères pour avoir un doctorat en neurosciences, et puis les technologies de l'information, évidemment. Et d'ailleurs, ces 4 champs de la connaissance, aujourd'hui, ils ont été rassemblés sous un sigle commun, les NBIC, les NBIC, Nanotech, Biotech, Info et Cogno, parce que, au-delà des percées exceptionnelles de ces recherches, ces 4 champs sont en convergence, en interaction, en interdépendance, avec des perspectives ouvertes pour des futures découvertes tout à fait vertigineuses. C'est vrai que la frontière la plus exaltante, je la situe un peu du côté du cerveau, un continent encore inconnu. Les chercheurs pionniers qui défrichent des territoires mal compris, à grands pas, avec des outils de plus en plus perfectionnés, comprendre comment le cerveau fonctionne, pourquoi il dysfonctionne, pouvoir le réparer, ou encore pouvoir en répliquer des fonctionnalités. Et je prendrai 2 exemples pour l'illustrer. Quelque chose qui m'avait beaucoup frappé en 2008, une scène digne des meilleurs films de science-fiction qui se déroulait dans un laboratoire du Duke University Medical Center en Caroline du Nord. Un singe, Rhésus, court sur un tapis, la tête recouverte d'un casque hérissé d'électrodes. Au même moment, dans un autre laboratoire, un robot, mu par des ondes électriques issues du cerveau du singe, reproduit les mêmes mouvements, pas à pas.
exploits scientifiques impressionnants. Mais le plus impressionnant réside dans le fait que le robot n'est pas en Caroline du Nord, dans le laboratoire voisin, il est à plus de 10 000 km du singe, au Japon, dans le laboratoire du Computational Brain Project. Un deuxième exemple pour illustrer, et vous le connaissez parce qu'il est très proche de vous, à Lausanne, au sein de l'EPFL, le Blue Brain Project, qui aboutira peut-être en 2018 à la modélisation d'un cerveau virtuel avec des efforts conjugués d'informaticiens, de mathématiciens, de physiciens et de biologistes. Voilà, des frontières, des possibles qui s'élargissent. Si au siècle des grandes explorations, l'aventure mondiale se jouait sur les océans, à la conquête de territoires vierges, inconnus, l'aventure mondiale de la recherche aujourd'hui, elle se déroule dans les laboratoires de recherche des plus grandes universités, des grands organismes de recherche ou dans les départements de R&D de quelques grandes firmes. C'est le cas en particulier aussi de deux aventures qui sont très proches de vous. Celle de l'infiniment petit, avec le CERN, et celle de l'autre infini, de l'infiniment grand, avec l'aventure spatiale. Et je profite pour là aussi tirer un coup de chapeau à la Suisse qui va prendre la présidence du Conseil de l'Agence spatiale européenne le 20 novembre, d'ici quelques jours, qui sera donc en première ligne pour piloter, décider et agir dans le cadre de la conférence ministérielle du domaine spatial qui va se tenir à Naples à partir du 20, justement du 20 novembre. Nous voilà donc dans des champs de pointe de l'intelligence, avec des connaissances de plus en plus spécialisées, de plus en plus expertes. Mais au rebours de ces éléments d'une pente ascendante, je trouve que cette complexification croissante du monde de la recherche peut avoir comme conséquence une tendance des chercheurs à l'autonomisation. Et on en parlait ce midi. C'est-à-dire la volonté plus ou moins consciente de la part des chercheurs, parfois imposée parce qu'on est dans un domaine de compétition et de compétitivité, une volonté d'autodéterminer les propres valeurs de la communauté scientifique et d'auto-évaluer les performances. Cette tendance-là à l'autonomisation dans le monde de la recherche, j'aurais presque envie de dire une tentation, au-delà d'une tendance, elle peut se faire au détriment des deux autres sphères que j'évoquais précédemment, la sphère politique de la décision publique et la sphère civile. Si cette autonomisation de la communauté scientifique exclut l'ouverture, l'écoute des autres, si l'on ne parvient plus à envisager le grand système dans lequel s'incluent ces recherches, si on est fasciné seulement par un encore inaccessible, encore Graal scientifique, il y a un danger de rupture. Et cette volonté d'autonomisation, par ailleurs, elle existe non seulement dans cette communauté scientifique en général, elle existe aussi dans certains secteurs de la communauté scientifique. Elle peut exister entre les champs disciplinaires, qui, du fait de leur spécialisation, sont de plus en plus étrangers les uns aux autres, même si on s'efforce toujours de revenir à une interdisciplinarité. Mais souvent, ça reste étanche, et on perd de vue, là encore, le grand système. Ça ne va pas de soi, l'interdisciplinarité. Au sein des universités, c'est parfois perçu comme une excentricité, mais vos profils reconnus aujourd'hui montrent que la sensibilité y est autre ici. Parfois, c'est même considéré comme une perte de temps, parfois même comme une incongruité qu'il faudrait décourager pour rester efficace dans l'atteinte de la performance et de la compétition scientifique. Alors voilà, dans ce monde de la recherche, cette double tentation d'autonomisation par rapport au reste de la société et en leur propre sein, discipline par discipline, est potentiellement grave de conséquences. Et j'y reviendrai. La deuxième sphère, second domaine affecté par ces bouleversements dans le rapport à la connaissance, c'est la sphère politique, je dirais même la sphère géopolitique. Les pays développés, les économies émergentes sont engagés dans une bataille pour la connaissance. Pour que cette analogie guerrière ne soit pas entièrement satisfaisante, il s'agit davantage d'une véritable ruée vers l'intelligence, la ressource la plus précieuse dans notre civilisation contemporaine.
comme du temps de la ruée vers l'or ou plus tard de l'or noir. La matière première rare et précieuse, convoitée au XXIe siècle, c'est la matière grise. Et j'y ajoute l'appétit de cette matière grise à créer et à entreprendre, au-delà de simplement produire. Dans cette ruée vers cette intelligence, les rivalités entre les puissances sont certaines. Bien sûr aussi, il y a des alliances, des équipes de recherche dépassent les frontières, dépassent même les continents. Les puissances engagées dans cette ruée ont un enjeu assez commun, investir dans ce triangle d'or du développement qu'est l'éducation, la recherche et l'innovation. Avec bien sûr une question de quantité d'investissement, bien évidemment, mais tout aussi évidemment une question de qualité. Qualité des infrastructures, d'éducation de ces pays. Au-delà de la qualité d'infrastructure, cette possibilité aujourd'hui de penser à de nouvelles façons d'apprendre, et c'est important de s'y consacrer, d'être innovant, la qualité dans la culture de l'innovation, et puis bien évidemment qualité pour ce rapport général de la population par rapport aux connaissances scientifiques qui sont produites. Au regard de ces deux critères, permettez-moi du côté français d'avoir un petit peu d'amertume par le retard pris par les pays européens et la France par rapport à d'autres puissances, en particulier les États-Unis. C'est vrai que cet objectif d'investir 3% de notre PIB dans les activités de recherche et développement, eh bien, ce n'est pas l'horizon de la stratégie de Lisbonne 2010 qui nous a permis de l'atteindre, puisque nous sommes encore à 1,9%. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on s'est fixé dans les programmes de l'Union européenne un nouvel horizon, qui est l'horizon 2020, et peut-être en se donnant de nouveaux moyens. Et puis sur l'aspect qualitatif, au-delà du quantitatif, peut-être un petit peu d'amertume aussi, avoir nos universités, nos écoles dans un classement insatisfaisant par rapport au classement international. C'est une réalité, il faut la constater. Alors c'est peut-être ma formation de médecin qui m'amène à poser un diagnostic pour ensuite pouvoir guérir le mal, mais en ayant vu les résultats et les performances de votre nation, je pense que vous allez me donner des éléments de diagnostic et de thérapeutique qui vont m'aider. Le troisième point, la sphère civile. L'ensemble des citoyens. Le changement, je dirais, est encore plus spectaculaire dans ce rapport à la connaissance. Et je prendrai simplement l'exemple du monde connecté dans lequel nous sommes aujourd'hui. Les technologies de l'information, de la communication bouleversent notre rapport à la connaissance. Je dirais, dans la notion d'espace-temps, déjà, la vitesse de diffusion des informations s'est considérablement accrue, modifiant notre perception de l'espace. Dans ce village planétaire où nous sommes plus proches de Londres, de New York, du Japon, que d'un village, ou je dirais même d'un hôtel situé pas très loin, à 3 blocs de maison d'ici. Et puis ensuite, espace, temps, parce que nous y avons accès à ces informations de façon immédiate. Ensuite, les sources de production de la connaissance, de détention de l'information se sont multipliées. Chacun peut aujourd'hui diffuser ses connaissances. C'est Joël de René qui est conseiller auprès de moi à la présidence de l'Universcience qui a employé le premier ce mot de pronétariat, voulant dire par là qu'aujourd'hui des individus à travers le web partagent des informations, mettent en ligne leurs propres données, corrigent, co-créent, élaborent des savoirs qui vont s'ajouter, parfois bousculer, les savoirs scientifiques, en espérant que puisse se dégager une intelligence collective, qui bien sûr a beaucoup d'attraits, mais qui peut aussi faire l'objet de dérives. Cette vie connectée aujourd'hui, au-delà de notre rapport à l'information, cette démocratisation des technologies, commence à modifier également nos manières de consommer, déjà depuis longtemps, et de produire même. Il y a eu la révolution industrielle du XVIIIe et du XIXe siècle, marquée par la mécanisation et par la standardisation de la production. Aujourd'hui, on entre dans une troisième révolution industrielle qui est
davantage marquée par l'individualisation de la production. Vous voyez la vague des doers, do it by yourself. C'est Fab Lab qui se développe, et on en développe dans notre maison Universcience, qui sont cette capacité, avec l'acquisition d'une imprimante 3D, de pouvoir usiner à partir d'un modèle en ligne ou un modèle qu'on va créer soi-même, un prototype, une mini-série d'objets. Nous voilà donc passés dans une société d'individus reliés en réseau et qui développe ainsi ce nouveau rapport à la connaissance. Ces rapports qui se modifient, ces bouleversements, en général, ils s'accompagnent assez classiquement d'un double mouvement. Soit un enthousiasme aveugle, quand on considère le numérique, on entend dire le numérique permet à chaque individu de s'exprimer, de créer, il améliore le sort de l'humanité, pourvu que l'on y ait accès. C'est ce qu'on appelle aussi le déterminisme technique. Ou alors, seconde position, la méfiance irrationnelle. Les nouvelles technologies affaiblissent l'esprit critique, nivellent par le bas, favorisent le conformisme et d'autres, j'en passe. Alors peut-on atteindre un certain niveau de sagesse? J'évoquerai la sagesse du grand philosophe Michel Serres, qui a cette sagesse pour observer avec curiosité les nouvelles facultés cognitives, émotionnelles de ceux qu'il appelle les petits poussés, les petites poussettes qui communiquent sur leur BlackBerry ou leur iPhone, cette génération mutante qui communique du bout du pouce. Michel Serres qui sait non seulement observer, mais guetter avec enthousiasme, avec avidité, curiosité, comment ces nouvelles générations vont s'adapter au monde ou vont le transformer. Alors entre illusion parfois de la connaissance, entre un accès trop immédiat sans recul critique, parfois dans une contagion mal contrôlée de positions qui sont organisées, cette nouvelle civilisation de l'accès par rapport au numérique pourrait parfois être celle de l'excès. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'apprentissage des usages que nous pouvons faire de ces technologies. Il faut aussi avancer pour en garder la maîtrise. C'est Prensky qui emploie un mot que je trouve intéressant, un mot de sagesse, le digital wisdom. Comment va-t-on aller aujourd'hui vers cette sagesse du monde numérique? Je reviendrai un peu sur cette notion de sagesse qui me paraît importante. Alors pas la sagesse des grands de ce monde, des grands philosophes, peut-être davantage parler de sagacité pour chacun d'entre nous, peut-être plus facile à pratiquer, une sagesse mise au service de la pratique. Avec ce rapport bouleversé à la connaissance, il y a aussi quelque chose que je voulais signaler, souligner, un curieux et inquiétant paradoxe dans nos pays développés. C'est une étude de la Royal Society en 2007 qui a lancé un programme de recherche comparative sur la compréhension qu'a le grand public de la science, sans préjuger des lacunes de connaissances. Ça a été un modèle où on complétait les lacunes, on complétait le déficit en déversant des connaissances au public, en étudiant cette culture scientifique, en essayant de définir des indicateurs qui permettaient de l'évaluer. Cette culture scientifique, cette compréhension. Et c'est vrai que les résultats obtenus dans cette étude sont assez stupéfiants. Ils vont à l'encontre de ce qui est généralement admis, la relation entre le niveau de formation des individus et l'attitude envers la science est loin d'être linéaire. En Inde, attitude positive à l'égard de la science proportionnelle au taux d'alphabétisation. Et sous toute cette révolution liée à l'éducation qu'a pu développer Nehru. A l'inverse, dans l'Union européenne, plus un pays est alphabétisé, plus ses citoyens ont tendance à faire preuve de scepticisme quant aux bienfaits généraux apportés par la science. Et on voit monter cette forme de défiance vis-à-vis de l'expertise des scientifiques. C'est un élément relativement nouveau ces dernières années. Résultats scientifiques, applications de la recherche qui sont présents à chaque instant dans notre vie, dans les grands enjeux de
et plus que jamais le discours des scientifiques qui est sujet à caution, remis en question. L'équation science égale progrès ne va plus de soi. Sans doute, cette crise de l'idée prométhéenne du progrès doit beaucoup, et sans doute beaucoup lié aux grandes catastrophes, aux scandales écologiques qui ont jalonné le siècle précédent et qui se poursuivent à l'heure actuelle, et qui ébranlent cette notion de progrès scientifique comme porteur d'un progrès pour l'humanité. Et de plus, disposant de ces nouveaux moyens d'information, de communication, chaque individu, ou parfois des groupes d'individus organisés, sont susceptibles de remettre en question, de remettre en cause l'expertise scientifique, et puis de remettre en cause l'action, la décision et l'action du politique. Émerge une opinion publique mondialisée, parfois groupuscularisée, qui est susceptible de se mobiliser pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Voilà un petit peu le constat que je voulais faire dans cette première partie, dans ces trois sphères, de ces modifications du rapport à la connaissance. Dans la sphère de la recherche, je le disais, des chercheurs de plus en plus spécialisés tentés par l'autonomisation. Dans la sphère politique, des décideurs politiques qui sont engagés dans cette ruée vers la connaissance et tentés par des stratégies de court terme pour capter cette intelligence, sans mettre en place en accompagnement ce projet politique global qui inclut tous les aspects de la société de la connaissance. Et puis du côté des citoyens, de cette démocratisation des moyens d'information, de communication, qui donne naissance à ce qu'on appelle le pronétariat, tenté par la remise en cause croissante du pouvoir d'expertise des chercheurs et du pouvoir d'action du politique. Je crois qu'il nous faut essayer d'éviter à tout prix de n'avoir pour une seule réplique au monopole des experts cette groupuscularisation de l'opinion. Sont des tentations de ces trois sphères qui, quand elles se combinent entre elles, peuvent conduire, je dirais, à un risque autrement plus grave, qui est celui d'une forme de paralysie de notre société de la connaissance. C'est vrai que les découvertes n'induisent pas les progrès, l'invention ne conduit pas à l'innovation. Tout cela est remis en question. Sommes-nous capables aujourd'hui de trouver, de faire converger un système de valeurs ou de trouver des valeurs universelles qui seraient partagées, compatibles avec la marche vers le progrès? Et j'y ajoute un deuxième élément qui est peut-être un petit peu plus personnel, et je vais arriver un peu à mon parcours. Je trouve qu'aujourd'hui, l'attrait de l'inconnu semble céder du terrain devant la peur de l'incertain. Alors cette question, comment fonder un nouvel ordre de valeurs partagé par tous pour assurer le progrès de cette société de la connaissance, pour garantir l'épanouissement des citoyens qui la composent, conserver ce désir d'avancer, en considérant, je le répète, que le risque et l'audace sont aussi des moteurs de la vie. Je vais partager avec vous 3 moments forts de mon existence qui ont forgé mes convictions, qui m'amènent ce soir devant vous à avancer quelques idées, quelques orientations. Première étape, 1985, 1985, à l'hôpital Cochin, dans un des couloirs de l'hôpital Cochin, où j'étais animatologue, je tombe sur une petite annonce, un appel à candidature pour devenir un astronaute en charge des missions scientifiques à bord des stations spatiales. Je tombe sur cette petite annonce qui va changer le cours de mon destin. Je choisis immédiatement, non pas sans réfléchir, mais en réfléchissant que je devais le faire. Je fais le choix de répondre à cette annonce. Je m'éloigne un petit peu du milieu médical, je plonge dans le milieu de la recherche en sciences fondamentales, et puis bien sûr, avec tous ces éléments appliqués des développements techniques que je rencontrerai dans ce parcours, je dirais j'ose. Je découvre un nouveau monde, je découvre ces chercheurs passionnés, ce travail d'équipe, et je rejoins, au bout de quelques années, ce groupe des explorateurs, en
participant à cette formidable partie de la conquête spatiale, qui va être une formidable aventure avec toutes les composantes de l'aventure. C'est un immense privilège que d'avoir participé à cette aventure-là, une aventure humaine, une aventure scientifique, une aventure technologique. Je plonge, vous l'avez rappelé, pendant 10 ans dans une culture slave, à la fois si pragmatique, mais aussi si bouleversante d'émotions. Ja sobie pozdravляю, профессор Мюллер, потому что он был в России, он понимает, что это чувствую. Je plonge dans cette culture. Je prends de la distance, aussi, en orbite, pas très loin, 400 km autour de la Terre. Je m'allège en microgravité. Je fais un vrai voyage. Et je reprends souvent une phrase de Marcel Proust qui dit « Le vrai voyage de la découverte, il se fait non pas en explorant de nouveaux paysages, mais en changeant de regard. » Et c'est vrai que cette vie différente, cette vie avec les autres, avec leur culture, avec leurs valeurs, avec leur savoir-être, avec leur savoir, avec leur savoir-faire, différents, m'a peut-être amené à être un autre niveau de conscience de ce sens. Cette vie avec les autres, pour le dire ici dans une ville comme Genève, a été un accélérateur puissant, linéaire ou circulaire, souvent collisionneur, mais en général à effet positif, qui a beaucoup facilité et qui m'a donné beaucoup d'émotions. Pendant cette première période de ma vie, j'ai vécu l'exceptionnel. C'était encore plus beau que tous les rêves que j'avais pu imaginer. Et c'est pour ça qu'ayant été tellement privilégiée, j'ai pris là cette habitude plaisante, qui est une obligation, mais tellement plaisante, de transmettre, de partager, d'essayer d'amener avec moi ce regard différent sur ces sensations, sur cette planète Terre vue du hublot de la station spatiale à distance. Voilà quelques éléments qui ont changé mon regard. C'était 1985. 2002, mon entrée au gouvernement, sous la présidence de Jacques Chirac, au poste de ministre de la Recherche et de ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles technologies. Ça a disparu maintenant, nouvelles technologies, ministre de la Recherche. C'est vrai qu'à ce moment-là, je perçois une autre réalité. Je dirais un art complexe et difficile de mener à bien une réforme, de se confronter à des acteurs organisés en groupe de pression. Je découvre peut-être à ce moment-là que la réalité que le vouloir avec conviction n'est pas le seul ingrédient du pouvoir. Et jusqu'à présent, j'avais eu l'impression que vouloir, c'était pouvoir. Là, c'était pas tout à fait pareil. Et j'ai été pendant cette période aussi beaucoup marquée par tous les débats autour du principe de précaution, son inscription dans la Constitution française. J'ai un peu assisté, je dirais, entre guillemets, au dévoiement de ce principe de précaution, qui, bien qu'il ait été écrit de manière mesurée et prudente par le législateur, est utilisé de plus en plus dans un sens restrictif par ces jurisprudences successives. C'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui d'exiger pratiquement une preuve d'innocuité de toute avancée scientifique ou de toute innovation, en se heurtant bien souvent, dans de nombreux cas, à une impossibilité scientifique d'apporter cette preuve de l'innocuité. Alors c'est vrai qu'on est dans un monde d'accélération. Pour résister aux accélérations, où certains ne voient que précipitation, ne voient que emballement. Pour résister à trop de complexité insurmontable si on veut abolir le risque, pour résister à trop d'incertitudes, voilà qu'on voit apparaître des politiques de freinage. Un petit peu cette expérience qui m'a amené aussi à réfléchir. Et pendant cette période, au gouvernement, j'y ai aussi vécu l'exceptionnel. Vous l'avez compris, tout comme la frustration dans l'action.
exceptionnel dans les gens, les matières, les communautés que j'ai pu rencontrer. Troisième étape, 2010. 2010, je prends la présidence de cet établissement public, Univers Sciences, avec une très belle mission d'intérêt général au service du public, une mission formidable, au contact de toutes les composantes de la société civile. On accueille à Univers Sciences, à la Cité des Sciences, les enfants à partir de l'âge de 2 ans, à la Cité des enfants. Et puis ensuite, jusqu'à ce qu'ils puissent encore venir dans nos lieux, et même le monde virtuel nous permet aujourd'hui de leur fournir des informations. Si elles ne se déplacent pas, si elles ne viennent pas à nous, nous essayons d'aller à eux. Et je mesure chaque jour l'immense appétit de savoir, notamment chez les plus jeunes. C'est curieux. On a évoqué l'immense travail du professeur Charpak dans le domaine de la main à la pâte, qui a donné cette envie aux plus jeunes et que l'on essaie aujourd'hui de porter aussi au niveau du secondaire à l'école, parce qu'il faut entretenir cette curiosité, ce feu, cette flamme, ce désir, ce plaisir de mettre les mains dedans, de toucher et de se construire cet esprit scientifique. Je peux y constater tous les jours aussi, de la part de ces visiteurs, l'envie de prendre part au débat sur les sciences. Et ça m'amène parfois à se dire que nous, chercheurs, nous, médiateurs de la science, des savoirs, au-delà d'essayer d'être des conseillers du prince, il nous faut sans doute penser à être des conseillers du public. C'est un peu ce qu'on essaie de faire dans cette maison que j'ai le grand honneur de diriger en partageant les connaissances. Et je dirais que là, dans cette troisième partie de ma vie, je vis chaque jour l'exceptionnel. J'ai beaucoup de chance. Avec l'atout, je dirais, de la liberté de proposer, d'agir, d'essayer. Cet investissement dans différentes parties de carrière, mais qui ont quand même tout un fil commun, qui est celui de la science et des techniques et des savoirs et des connaissances. Tout cela m'a laissé cette certitude que si nous voulons progresser ensemble dans cette société de la connaissance, il faut associer ces 3 sphères précédemment définies et vraiment éviter qu'elles ne constituent des mondes autonomes, parallèles, avec des normes, des valeurs, des intérêts, des références qui leur seraient propres et exclusives les uns des autres. Il faut qu'on puisse créer du lien, qu'on puisse créer de la confiance. Comment créer ce pacte de confiance entre chercheurs, politiques et citoyens? J'ai redécouvert récemment une vertu intellectuelle que je ne pratiquais peut-être pas suffisamment, mais qui me semble essentielle. À côté de l'épistémé, de la techné, de la troupe inaccessible réservée à l'élite Sophia, évoquer la phronésis d'Aristote. Cette sagacité, cette sagesse pratique dont je parlais tout à l'heure, qu'on traduit aussi par prudence, mais une prudence destinée à l'action. Avec une autre vertu, qui est celle du nous, de cette intelligence, de cette raison intuitive qui nous fait préserver cette humanité. Et ce que j'ai ressenti aussi beaucoup, c'est que nous avons la responsabilité d'autrui et que nous devons nous sentir de plus en plus dans ce monde complexe, incertain, en empathie avec les autres, sens éthique, sens citoyen, qui nous invite concrètement à peser la présence de l'autre dans nos décisions, à retrouver cette vertu de la prudence dans la délibération et dans l'action. Je crois beaucoup insister sur la transparence des échanges et puis aussi se dire que l'agir humain est toujours marqué d'aléas. Assumer notre existence comme toujours risquée. Qu'est-ce que j'aimerais volontiers proposer dans cette relation entre ces sphères qui constituent cette société de la connaissance, qui interagissent? 3 valeurs autour desquelles recréer du lien. L'ouverture,
l'intégrité et la continuité, l'action continue. L'ouverture, d'abord, ouverture au dialogue contre cette tentation de défiance, de contre-expertise. C'est vrai qu'il faut que chercheurs et politiques ne restent plus dans un face-à-face et qu'ils doivent absolument inclure les citoyens dans ces débats de science, remettre cette science en société. Ça passe bien sûr par remettre la science en culture, comme vous l'avez dit. Mais il faut véritablement donner à la cité, aux citoyens, la possibilité de s'investir dans les débats. S'investir non pas seulement avec la liberté de s'interroger, de s'indigner de manière spontanée, c'est véritablement une prise en compte institutionnelle des questions, des remises en question émises par les citoyens. Donc ouvrir ces chambres de discussion, d'élaboration des décisions aux citoyens, trouver une place autour de la table. Ce n'est pas suffisant de trouver une place autour de la table, encore faut-il, je pense, trouver un langage commun pour que réellement puisse s'installer une conversation. Et une anecdote, c'est vrai que très souvent, il y a une différence dans le langage qu'emploient les scientifiques et celui que peuvent employer les citoyens devant une question de science. Les scientifiques vont se demander si c'est vrai ou faux. Le citoyen, il va se demander si c'est bien ou mal, si c'est bon ou mauvais. C'est vrai que cette différence de langage n'est pas toujours facile à cette ouverture, à ce dialogue entre chacun. Donc ça doit être un effort constant de la part de chacun pour y parvenir. La communauté scientifique a des préalables pour instaurer ce dialogue et cette conversation. Vous le savez, je pense que vous en êtes tous tout autant convaincus que moi, la communauté scientifique a un devoir d'intégrité. Qu'est-ce que c'est qu'une réponse intègre face à des questions citoyennes? L'intégrité, la réponse intègre, ça signifie qu'elle respecte évidemment les valeurs d'honnêteté, de rigueur, d'impartialité, d'objectivité dans la démarche scientifique. La réponse intègre, ça signifie qu'elle doit être dénuée de tout conflit d'intérêt, donc elle doit être indépendante. Et la réponse intègre, ça veut dire aussi qu'elle doit être délivrée dans son intégralité. Elle doit donc être transparente sur les certitudes, comme sur les incertitudes, sur les faits certifiés, comme sur ce qui reste des controverses. Je prends les mots de Jean-Claude Amezen, qui est aujourd'hui le président du comité de bioéthique en France. Jean-Claude Amezen dit « Il faut redonner sa noblesse à l'incertitude, une fois que l'ignorance a été au mieux effacée. » Et c'est bien, effectivement, d'être dans la transparence des certitudes et des incertitudes. La communauté scientifique dans sa responsabilité. Mais le politique, bien sûr aussi, qui doit être garant de l'intégrité scientifique, garant de l'indépendance des chercheurs pour les protéger le plus possible de cette ère du soupçon généralisé et parfois, bien évidemment aussi, de leurs propres tentations. Certains législateurs l'ont mis en œuvre, commencent à le voir apparaître dans beaucoup de textes de loi. Le sociologue Edgar Morin dit « Notre vaisseau spatial Terre est propulsé par 4 moteurs incontrôlés. La science, la technique, l'économie, le profit. Chacun d'eux étant alimenté par une soif insatiable. » C'est vrai qu'en tant qu'ancienne personne en charge de la responsabilité politique, je suis convaincue que le législateur a cette capacité de définir, de contrôler chacun de ces 4 moteurs, en mettant en place un cadre de régulation qui soit garant de l'éthique des chercheurs, avec cet éclairage particulier, éthique, dans la prise de décision, pour guider les actions dans le respect de la dignité humaine, et puis bien évidemment dans le respect de l'environnement. Je le dis souvent, astronaute qui ait vu la planète de loin, je sais bien que cette préservation de l'environnement ne
dépend de ce que nous, humains, ferons de cette planète. J'ai bien examiné le cosmos tout autour de la planète Terre, je n'y ai pas vu vraiment d'éléments qui pouvaient nous aider à préserver cet environnement. Un cadre de régulation qui soit garant donc, de l'éthique des chercheurs et puis qui soit garant de l'intérêt général des citoyens. Alors c'est pas facile, un exercice pas facile, un équilibre délicat entre la liberté individuelle et la solidarité, un exercice délicat entre le bien personnel et le bien commun. Tâche complexe, intérêts constitués qui font pression, qui parfois jouent de logique électorale un peu court-termiste. C'est vrai que c'est complexe, mais l'enjeu est immense. Le troisième point sur lequel établir ce lien de confiance, pour que ce pouvoir de question puisse être exercé de manière pertinente, de manière utile, avec un sens constructif, dans ce monde qui est de plus en plus complexe et incertain, c'est vrai que la communauté politique a ce devoir d'investir de manière puissante, mais surtout de manière continue dans la formation des citoyens. Et je partage sans doute avec vous que cette formation aux sciences et cette formation par les sciences est quelque chose d'essentiel pour constituer cette capacité à exercer un pouvoir de questionnement utile, constructif. Cet investissement continu dans ces politiques d'éducation et de formation par la recherche et aux sciences est essentiel. Alors c'est vrai qu'on pense souvent au rôle de l'université ou au rôle de l'école quand on parle d'éducation et de formation. C'est vrai que ce rôle est déterminant, mais j'avais lu dans un papier récent publié en 2010 dans Nature qu'en fait, nos enfants acquièrent plus de 90% de leurs connaissances en sciences en dehors de l'école. Et le titre de l'article, c'était « Learning in the Wild ». Faire attention de ne pas être trop dans le wild, mais dans un learning qui ne se passe pas obligatoirement dans le cadre des socles définis, des programmes scolaires. C'est dans la famille, avec les amis, dans les communautés que pratiquent si bien nos enfants sur les réseaux sociaux, à travers les livres, à travers les écrans, toute forme de médiation qu'on acquiert aussi cette formation, cette culture. Donc, investir dans les écoles, dans les universités, mais aussi dans d'autres lieux alternatifs de diffusion de la connaissance, à côté de cette intégrité dans la réponse du chercheur. Ça devrait permettre d'accompagner, d'encourager l'engagement des citoyens et leur inclusion dans ces débats sociétaux autour de la science, qui sont encore trop souvent confinés à un cénacle d'experts et de politiques. Essayez donc de briser ce face-à-face du scientifique et du politique. Bien sûr, et là je m'adresse tout particulièrement aux jeunes lauréats, mais j'ai cru sentir que ça faisait déjà partie de leur mission, que c'était assumé en tant que tel, et avec plaisir. Il n'y a pas que le politique qui soit responsable de cet investissement dans cette façon de construire la conversation. Les chercheurs ont bien évidemment toutes leurs responsabilités, je dirais même jusqu'à une obligation morale, d'étendre leur savoir, de le partager, de le diffuser bien au-delà des laboratoires, en dehors de ce cercle de pairs ou d'initiés. Et rechercher aussi la meilleure traduction de ces savoirs dans un langage compréhensible. C'est parfois périlleux, mais c'est impératif, et je dirais encore plus aujourd'hui. Et je sens que vous vous êtes déjà engagés sur ce chemin, dans ces efforts et ces investissements pour transmettre, pour engager tous ceux qui nous entourent dans cette aventure humaine de la connaissance. C'est vrai que les Anglais ont un mot intéressant pour évoquer cet élément qui est le empowerment. J'ai un peu du mal à traduire en français. L'appropriation, ou mettre à disposition des citoyens ces moyens de comprendre et aussi de pouvoir participer au débat, aux grandes questions scientifiques
faire apparaître des solutions, pourquoi pas, parfois co-construites, élaborées en synergie, avec cette intelligence collective qui émerge, avec cette sagesse collective, s'approprier, s'émanciper grâce à cela, et puis ensuite converser pour essayer de dégager ce consensus. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, ces outils de communication dont nous disposons aujourd'hui peuvent devenir un levier puissant pour l'émergence de cette intelligence collective. Voilà un petit peu ces éléments de ce pacte de confiance, de ce lien basé sur ces valeurs d'ouverture et de dialogue des cultures, d'intégrité, et puis de cette continuité dans l'action. Il s'agit bien effectivement de mettre la connaissance, je dis la connaissance plutôt que la science, c'est-à-dire l'acquisition, le développement, la consolidation de savoirs scientifiques, mais aussi de tous les savoirs, en faire vraiment une connaissance et mettre cette connaissance au cœur d'un projet de société. La connaissance, ce n'est pas seulement une masse d'informations qu'on aurait pour atteindre des objectifs. La connaissance, ce n'est pas simplement l'accès à des savoirs. La connaissance, c'est une valeur en soi. C'est un exercice de la raison. C'est une libération de la pensée. Ça donne une liberté dans ses choix. Cette culture du dialogue, à mon avis, doit être un des principes essentiels, indispensables dans une politique scientifique. Alors, ces mots que j'ai employés, raison, liberté, choix éclairé, dialogue, ce sont autant de valeurs qui font directement référence à la démocratie. Cet esprit scientifique, c'est non seulement une valeur fondatrice de la société de la connaissance, mais c'est aussi un ferment essentiel de la démocratie et de l'humanisme. Si vous me le permettez pour terminer, pour accompagner le changement de regard que j'ai évoqué tout à l'heure avec Marcel Proust, changement de regard au-delà de l'horizon, j'y suis peut-être un petit peu plus familière que vous, et je dirais accompagner ce changement de regard malgré ou grâce à l'accélération, la complexité, l'incertitude. J'ai envie de dire aussi qu'il faut parier sur l'improbable comme possible. Je vous remercie. J'aimerais vous remercier très chaleureusement au nom de la Fondation, au nom de l'université, de nous avoir fait partager l'exceptionnel de votre parcours personnel, l'exceptionnel de votre compréhension de la science et de la société, aussi l'exceptionnel de votre envie de partager la connaissance. Et ces richesses exceptionnelles, vous les placez très clairement, vous l'avez bien fait comprendre, au service de la démocratie et de l'humanisme. Et les valeurs que vous avez mises en exergue, ces valeurs d'ouverture, d'intégrité, de continuité, vous l'avez rappelé en faisant allusion aux lauréats de la Fondation Lattice ce soir. Ces valeurs, au fond, nous les leur confions pour qu'ils les propagent, puisqu'ils sont jeunes, dans les années qui viennent. Vous avez accepté de répondre à quelques questions, pas trop longtemps, parce que vous en avez peut-être beaucoup dit déjà, mais néanmoins, j'ouvre la salle à la possibilité de poser des questions. Il y a des microphones si jamais vous souhaitez être mieux entendu. Merci Madame pour ce brillant tableau et bravo de la manière dont vous êtes parvenu. Ces jours-ci se tient à Genève, se tiennent des assises de la norme ISO 26000 de responsabilité sociétale. Cette norme est née ici il y a 2 ans et maintenant 2 ans après, le monde entier, on se retrouve pour voir comment
ceci a été compris puisque c'est censé développer aussi le développement durable. Question. À Universcience, est-ce que la responsabilité sociétale, et en particulier cette directive ISO 26000 fondamentale, est-ce qu'elle fait partie de votre rayon d'intérêt? Alors, peut-être pas sur la norme telle que vous la définissez aujourd'hui, mais c'est vrai que ces éléments de responsabilité sociétale sont très présents dans l'établissement, et en particulier parce que l'établissement Universcience, on l'a rappelé, le Palais des Découvertes au cœur de Paris et la Cité des Sciences et de l'Industrie au nord de Paris. La Cité des Sciences et de l'Industrie, qui a été créée il y a 26 ans, dès le début a été dédiée non seulement aux impacts sociétaux de la science, mais à tout ce qui était l'innovation technologique, et puis les innovations aujourd'hui dans le domaine de la création numérique, avec des partenariats avec le monde économique, avec des grandes entreprises, beaucoup de grandes entreprises, des entreprises aussi de taille plus intermédiaire. Et c'est vrai que c'est sur ces éléments d'une responsabilité sociétale de l'entreprise, dans le partage des savoirs, dans une appropriation, dans une innovation responsable et ouverte, que nous travaillons en commun. Donc ça fait vraiment partie du cœur de l'activité que nous menons. Et je dis souvent à ces grands chefs d'entreprise avec qui nous travaillons, ces visiteurs, qui sont plus de 3 millions à passer dans la maison chaque année, sont non seulement des visiteurs plus trop passifs aujourd'hui, actifs, interactifs, avec ce que justement toutes les technologies actuelles nous permettent de développer à côté de formes plus classiques d'exposition, de conférences ou d'exposés. Ces visiteurs sont aussi des acteurs de l'innovation, ont leur mot à dire très en amont sur ces éléments. Et ces partenaires économiques se prêtent à ces règles du jeu. Et ça fonctionne très bien. Nous travaillons avec les entreprises en tant que telles, et puis nous travaillons aussi avec des fondations d'entreprises qui ont bien sûr, entreprises ou fondations d'entreprises, ces éléments de responsabilité sociétale très, très au cœur de leur pratique aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on voit dans ce thème des fondations, mais vous y êtes très, très proche aussi, ces thèmes de l'éducation, ce thème du partage, ces thèmes de la solidarité, et puis ces thèmes effectivement de préservation d'un environnement global incluant l'homme, la nature, la technique et tous ces développements. Oui, bien sûr, c'est au cœur, et je ne me verrai pas faire autrement, bien sûr. Je joins au remerciement pour cette conférence, très, très intéressante. Je vous avais parlé du fait que les scientifiques devraient traduire ce qu'ils étudient pour la population, pour la société. Je suis d'accord avec vous, mais comme étudiant des sciences, en voyant la difficulté qu'il y a en ça, je me demande si ce ne serait pas plus facile de bien apprendre, surtout le langage technique aussi. Les maths, je vois beaucoup de gens qui ont des lacunes dans les maths, dans les sciences en général. Donc dans ce sens, je me demande si la tendance actuelle de rendre l'étude en jeu, qui a, moi j'ai remarqué dans mon cursus, et je le remarque de plus en plus, je me demande si elle a vraiment sens, je ne sais pas ce que vous en pensez, de ne pas reconnaître l'étude comme vraiment un sacrifice, mais continuer à vouloir le voir comme une chose joyeuse, jolie à faire, je sais pas. Je reconnais là des valeurs universelles qu'on a évoquées tout à l'heure. Le plaisir, le désir, l'envie, effectivement. Alors, quand je parlais tout à l'heure de deux formes d'éducation, l'éducation qui prépare et l'éducation qui inspire, c'est un petit peu ça aussi. On est aujourd'hui dans des nouvelles façons d'apprendre, parce qu'il y a des nouveaux moyens, des progrès des sciences cognitives et des neurosciences qui nous font considérer l'apprentissage de façon très différente de ce qu'on a pu faire précédemment. Il y a des pratiques aujourd'hui différentes, des rénovations
de l'enseignement des sciences. Et Dieu merci, les sciences, c'est pas une langue morte. Hein. Les sciences, c'est vivant, c'est en train de se faire. Il faut à la fois ouvrir les écoles au monde de la recherche et puis ouvrir les laboratoires, les universités au monde de l'éducation. Mais malgré tout, le langage scientifique tel qu'il est pratiqué entre pairs dans la communauté scientifique, il est quand même complexe et difficile à appréhender, comprendre. C'est vrai que c'est un métier, c'est vrai qu'il y a des choses à apprendre, il y a des techniques, des façons de faire. On n'est pas là non plus pour donner, j'ai employé le mot d'illusion, on n'est pas là non plus pour transmettre des illusions, pour transmettre des promesses. C'est vrai qu'on pourrait être tenté dans des dérives de la communauté scientifique à se dire, voilà, il faut que je fasse un beau package de ce qu'est mon projet de recherche pour bien pouvoir le porter comme un projet à l'Union européenne ou à d'autres partenaires. Et parfois, on perd un petit peu le cœur de ce qui est son véritable sujet de recherche. Il faut avoir cette double façon de parler, mais il y a une traduction, il y a un langage à trouver pour qu'il y ait réellement une conversation, un dialogue. C'est pas spontané, il y a des gens qui le font de façon innée et il y a des gens qui peuvent apprendre à le faire. Et puis je ne suis pas en train de dire que tous les chercheurs doivent absolument être des médiateurs ou des traducteurs exceptionnels de leur savoir. Il suffit qu'il y en ait quelques-uns, mais que ceux qui le fassent, qui le prennent à cœur, les enseignants-chercheurs, les doctorants, que ce soit messieurs les recteurs et présidents d'université, reconnus comme un plus qualifiant dans un cursus de recherche. Et ça, c'est pas toujours le cas. Et dans l'évaluation des projets de recherche et des résultats de recherche, bien sûr. Dans certaines sociétés établies, on rencontre des réticences, des résistances en face de ce que vous nous proposez et auquel j'adhère entièrement. C'est-à-dire, il y a des firmes qui font semblant de aller dans votre direction, mais c'est ce qu'on appelle du greenwashing. On continue la politique irresponsable, mais on se dore le blason de façon factice avec toutes sortes de tactiques et stratégies de marketing ou de désinformation. Notamment, dernièrement, on a parlé des compagnies qui vendent de l'eau en bouteille au détriment des populations locales qui n'ont plus d'eau tout à coup. Et alors, comment est-ce que vous gérez ça? Quelle est votre façon de communiquer avec des gens qui ont cette attitude? J'ai évoqué quelques éléments. Il y a d'une part cette responsabilité, cette éthique de responsabilité de la communauté scientifique qui travaille dans des domaines d'application. Quand j'ai parlé d'intégrité, ça s'applique à cette éthique d'une conviction et d'une responsabilité des choix qui sont faits. Ensuite, j'ai parlé du politique aussi, qui devait pouvoir apporter des éléments de garantie par rapport à cette indépendance, par rapport à la qualité de l'expertise et l'intégrité de la réponse. Mais je pense que le troisième élément, qui est l'éducation, avec cette culture de la science et des techniques qui fasse partie de la culture de chacun, est quelque chose d'essentiel. Pour ne pas subir, pour être des acteurs responsables, il faut être informé.
on ne peut pas acquérir toutes les connaissances aujourd'hui. Le lettré, il y a quelques siècles, quelques êtres exceptionnels qui sont à suffisamment de distance pour pouvoir exercer cet esprit critique, cet esprit d'analyse. Aujourd'hui, on est même parfois entré dans le champ de l'illettrisme scientifique. Et je le dis même pour des scientifiques eux-mêmes. On peut être très très lettré dans son domaine de compétences très spécifiques de la régulation de tels gènes et être complètement illettré en optomécanique quantique. Et donc, cette éducation, remettre cette science en culture, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Et ça aussi, c'est une pratique à faire changer dans certains cursus. Moi, je le vois au niveau français, c'est peut-être moins sensible dans d'autres pays où on est davantage dans le sens des humanities, qui inclut des humanités scientifiques tout autant que les humanités classiques. Quand on rentre en France encore trop aujourd'hui, directement dans une filière de spécialisation, où on n'a plus ce socle de culture qui pourrait nous permettre d'être dans cette distance, cet esprit critique et cette possibilité de contrôle et de prise de voix constructive, mais parfois hautement portée, et qu'on doit le faire. C'est une obligation qu'on porte tous, chacun, et quand je disais être aussi dans l'empathie, chacun n'est pas toujours capable de le faire, donc il faut aussi être dans l'empathie avec l'autre, pour parfois être autant un passeur qu'un pasteur, un référent qui accompagne, une boussole, et c'est aussi notre rôle en tant que parents, en tant que professeur, aujourd'hui à l'école, de ne pas être simplement dans une transmission de savoir, mais aussi dans un accompagnement, dans une formation, dans cet esprit. Et c'est pour ça que je disais que l'esprit scientifique est pour moi un des piliers essentiels de la démocratie. Quand on a cette formation par la recherche, c'est quand même quelque chose de tout à fait important. Et je le disais même il y a quelque temps dans une assemblée dans des pays où les femmes ont peu accès à ces métiers de la science et technique, d'essayer justement de se mobiliser pour que les femmes aient accès aussi dans leur formation à ces formations scientifiques, parce que c'est aussi un garant d'une forme de démocratie et de présence critique dans la société avec un esprit bien formé. Merci Madame. Je crois que nous allons maintenant, une fois encore, vous remercier tant pour la richesse. Par le hublot, la terre est très belle. Elle est bleue, elle est blanche, elle est ronde et fragile. On y voit les traces de vie le jour, on y voit les traces de vie la nuit. Les images depuis la station spatiale de la planète avec ses lumières des villes qui bordent les continents. C'est une très belle planète, le vaisseau sur lequel nous sommes tous des passagers. Et c'est vrai que tout autour, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de mystères. Voilà. Notre planète, il faut qu'on la préserve, et je pense très sincèrement que la science et la technique vont nous permettre de la préserver.